Je vous ai parlé tout à l'heure de l'association qu'on avait entre le trouble mictionnel et le reflux vésico-urétéral, et je vais essayer de parler un peu de ces troubles mictionnels pour voir leur importance actuellement dans la pathologie du bas appareil urinaire. Vous savez tous que l'acquisition du contrôle mictionnel chez l'enfant passe par 3 étapes. La première étape, c'est la vessie infantile ou vessie automatique, qu'il puisse tout le temps pratiquement, il peut avoir jusqu'à 20 mictions par 24 heures. Ensuite, il passe par la deuxième phase, c'est la phase de contrôle ou la vessie immature. L'enfant contrôle sa durée de la journée, mais il ne la contrôle pas la nuit. Ensuite, la troisième étape, c'est la phase adulte, avec l'augmentation du volume de la vessie et la mise en place d'un contrôle volontaire diurne et nocturne. Et vous savez ici l'arc réflexe de la vessie. Lorsque la vessie se remplit, vous avez une impulsion qui part de la vessie vers la moelle épinière, laquelle moelle épinière va donner un influx, c'est pour la vessie automatique, qui va entraîner une contraction du détrusor et un relâchement des sphincters. Il permet la miction. Ensuite, il y a une coordination qui se fait avec le système nerveux central et avec le système pontique, c'est le centre de la miction. Et vous avez que le remplissage de la vessie est sous la dépendance du système sympathique et la vidange, elle est sous la dépendance du système parasympathique. Et vous voyez ici que pour que le remplissage se fait, il faut qu'il y ait un relâchement du détrusor avec une contraction du col vésical pour que l'urine ne puisse pas former. Il y a le remplissage. Ensuite, lorsque le remplissage est atteint, pour qu'il y ait la vidange, il faut qu'il y ait un arc réflexe qui va à partir du détrusor, qui va monter au niveau du pont avec l'ordre. Là, il y a l'ordre qui va intervenir, c'est-à-dire que même si vous avez la vessie pleine, vous pouvez quand même retenir vos urines et attendre quelque temps jusqu'à un certain moment, vous ne pouvez plus vous retenir. Ensuite, il y a un influx qui se donne avec une contraction du détrusor et relâchement des muscles, du muscle externe lisse et du muscle strié qui est sous la dépendance du nerf honteux interne. Donc cette coordination entre le système nerveux central, entre le système pontique et la vessie, avec la moelle épinière, c'est ça qui détermine la maturité totale de la miction. Alors il y a des points qui sont importants et auxquels nous devons tous obéir. C'est les définitions. Et depuis quand même 2006, vous avez actuellement l'ensemble des pays du monde qui ont standardisé la définition les définitions à partir de la Société de continence internationale qui a été publiée dans cette revue-là. Et on parle d'incontinence ici lorsque vous avez une fuite d'urine incontrôlée chez les enfants âgés de plus de 5 ans. Ça, c'est un point important. Donc avant 5 ans, on ne peut pas parler d'incontinence. Et cette incontinence peut être continue, c'est-à-dire qu'il y a une perte constante, et elle peut être intermittente, les fuites sont intermittentes. Et ces fuites intermittentes ça peut être dure, une fuite intermittente diurne, ou une fuite intermittente nocturne. D'où l'énurésie va avoir comme synonyme l'incontinence intermittente nocturne. Alors l'incontinence diurne, c'est durant la journée, c'est une fuite d'urine incontrôlée pendant la journée chez l'enfant âgé de plus de 5 ans. L'énurésie ou incontinence nocturne, c'est une perte d'urine intermittente pendant le sommeil de l'enfant, chez l'enfant âgé de plus de 5 ans. Donc vous avez ensuite les définitions. Maintenant aussi, on va pour les définitions du trouble de stockage et les définitions des troubles de vidange. Donc les définitions du trouble de stockage, c'est les fréquences des vidanges. Lorsque vous avez des besoins trop fréquents pour un apport hydrique normal, lorsque vous avez plus de 8 mictions par jour, on peut dire qu'il y a une fréquence élevée des vidanges. Si vous avez pour une hydratation normale moins de 3 mictions par jour, ça veut dire que c'est des besoins peu fréquents. Donc, ce qui veut dire qu'entre 3 et 8, c'est une durée qui est normale. Et on parle aussi d'urgence. Maintenant, les Français utilisent le terme d'urgenturie. C'est une impériosité avec un besoin pressant, avec ou sans fuite urinaire.
L'urgenturie, c'est l'enfant qui est en train de jouer, et puis subitement il se contracte, il court vers les toilettes, et avant d'arriver aux toilettes, il peut faire pipi sur lui. Ensuite, vous avez la nicturie qui se voit chez l'adulte surtout, c'est le réveil nocturne pour uriner. Donc toujours, maintenant on a vu les troubles de remplissage, vous avez les troubles de vidange, c'est l'hésitation qui se voit chez le prostatique. Normalement, lorsqu'on va uriner, on a pratiquement rapidement le déclenchement de la miction. Ensuite, vous avez le straining, c'est-à-dire que c'est les gens qui font une compression sur la paroi abdominale pour faire la miction. Et vous avez la faiblesse du jet urinaire, et vous avez le jet urinaire qui est saccadé. Ce jet urinaire saccadé peut être physiologique lorsque vous avez un enfant âgé de moins de 3 ans, sauf s'il est associé au straining. S'il se contracte, il met sa main sur la paroi abdominale pour faire uriner, il a le jet saccadé, ça c'est pathologique. Ensuite, les autres symptômes, toujours la même définition de l'Association internationale de continence, vous avez la sensation de vidange incomplète qui se voit chez le grand enfant et l'adolescent, et puis vous avez l'écoulement aux fuites post-mictionnelles qui se voit chez la fille. En général, c'est un reflux intravaginal. Et puis vous avez les douleurs génitales du bas appareil urinaire, la question qui m'a été posée tout à l'heure, en dehors d'une infection urinaire. Et regardez les autres manœuvres, lorsque on vous décrit ça, un pincement, c'est-à-dire que l'enfant pince son pénis ou bien pince sa vulve pour ne pas uriner, la compression en se croisant les jambes, ou le croisement, vous avez l'accroupissement, et puis vous avez la compression, c'est cette petite fille s'assoit, et elle a son talon qui comprime son urètre. Et vous avez les différents modes de compression. Alors, ce qui est très important, et on va le voir, tout à l'heure, monsieur Gisli vous a parlé de l'examen clinique qui est fondamental et que les explorations complémentaires sont peu importantes. Là aussi, vous allez voir que l'examen clinique est fondamental. L'examen clinique est fondamental. Alors, regardez, je n'ai pas écrit uniquement anamnèse, mais j'ai écrit une anamnèse rigoureuse. Il y a un adjectif et qui est souligné. Donc il faut qu'on sache ce que c'est que les définitions. Que l'incontinence, on va la définir, c'est les diurnes nocturnomis, primaire ou secondaire, la polyurie. La polyurie est importante et vous avez la définition de la polyurie, vous devez la calculer. Et vous avez un schéma, une formule simple, on parle de polyurie lorsque vous avez une diurèse supérieure à 2 litres par mètre carré, une polydipsie, des épisodes fébriles, une alimentation boisson consommée. Il faut savoir aussi que lorsque vous prenez de la caféine, du jus d'orange, des produits contenant de la tomate, tous des aliments épicés, vous avez des troubles mictionnels. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué ou pas, mais là vous allez vous en souvenir. Ensuite, vous avez des produits tels que la canneberge ou les probiotiques qui sont utilisés pour les infections urinaires, mais qui eux-mêmes peuvent entraîner des troubles. Et il faut apprécier la quantité de liquide qui est absorbé, l'hygiène périnéale, l'irritation périofficielle et régionale. Ça veut dire que lorsque vous avez une incontinence, vous allez avoir ces signes d'irritation. Ensuite, vous avez la constipation et l'oncoprésie. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Il faut toujours interroger sur la constipation parce que de temps en temps, vous avez les troubles urinaires associés aux troubles digestifs, particulièrement la constipation. Et puis, vous recherchez le développement psychomoteur de l'enfant. Lorsque les enfants qui sont hyperactifs ou avec un déficit de l'attention, ils peuvent aussi avoir des troubles mictionnaires qui sont d'origine centrale. Ensuite, voir les prises en charge antérieures, qu'est-ce qu'il a reçu comme traitement, que ce soit un traitement ou des remèdes de famille. Toujours l'anamnèse, il faut vérifier maintenant si l'anamnèse est facile ou difficile, la fréquence des mictions, la douleur à la miction, les besoins pressants, les manœuvres, la difficulté à uriner à la miction, la qualité du jet urinaire, et il faut examiner les vêtements. Examiner d'abord la culotte, voir s'il mouille sa culotte. Généralement, lorsqu'on consulte les enfants, on leur change la culotte le matin, vous regardez si la culotte est mouillée, ça veut dire qu'il y a problème. Elle ne doit pas être mouillée. Ou le pantalon mouillé, parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils ont une continence constante, ils mouillent même le pantalon. Et puis vous avez les fuites mictionnaires pour le reflux vaginal et la quantité de boisson. Ensuite, l'examen physique précis. Donc on a vu une anamnèse rigoureuse, un examen physique précis. Et l'examen physique précis, c'est l'examen des sous-vêtements. Secs, mouillés par les urines, souillés par les selles. Lorsque vous avez les urines souillées par les selles, ça veut dire qu'il y a un problème
d'un problème digestif associé. Ensuite, on apprécie le globe vésical et l'effet calum, globe vésical pour une rétention sous-vésicale et l'effet calum pour la constipation. Et il faut examiner les organes génitaux externes pour le phimosis, toute anomalie, sténose du méa, coalescence des petites lèvres, la vulvite, et vous regardez à ce moment-là si votre incontinence est permanente ou elle est intermittente. L'examen physique, il faut faire l'examen des membres inférieurs, surtout l'examen neurologique, il faut voir s'il y a un pied creux associé, parce que ça veut dire qu'il y a un trouble neurologique. Il faut faire un examen neurologique complet des membres inférieurs et un examen neurologique du périnée. Ça, c'est très important. Ensuite, vous examinez le rachis, surtout la fossette sacro-coccygienne. Et j'ai mis 3 croix ici. Normalement, la fossette sacro-coccygienne, c'est un trou superficiel borne d'un diamètre inférieur à 5 mm qui est situé à moins de 25 mm de l'anus. Si c'est plus grand, si c'est plus loin que 25 mm, et s'il y a des lésions cutanées associées, à ce moment-là, il faut penser à une anomalie de la fossette sacro-coccygienne, et à ce moment-là, il faut penser à une atteinte neurologique de la vessie. Donc, elle est témoin d'un dysgraphisme, cette fossette, et ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais lorsque vous trouvez cette fossette, il faut penser à l'anomalie neurologique, et à ce moment-là, il faut rechercher. Ça peut être la tache basse de la moelle, le lipome spinal, et ainsi de suite, tous ces éléments-là que vous avez là. Et regardez un peu comment se fait le développement de la moelle épinière, et vous avez ici les poils, lorsque vous avez une spina bifida occulta, lorsque vous avez un méningocèle, c'est-à-dire que la moelle épinière est dans le rachis, et vous avez uniquement l'arachnoïde qui est dehors. Tandis que dans le méningomélocèle, vous avez la moelle épinière qui est en dehors. Et puis vous avez ici le rachis, c'est quelque chose de plus important encore et de plus grave. Et ensuite, dans les étiologies, qu'est-ce que c'est que ces troubles mictionnels? Oui, c'est ça. Ça peut être une altération de l'innervation, ça peut être des causes anatomiques locales, ça peut être des causes fonctionnelles. Donc, troubles mictionnels et causes fonctionnelles, il ne faut pas confondre. Donc, les troubles fonctionnels, c'est une partie des troubles mictionnels. Donc là, lorsque vous avez une altération de l'innervation, il faut surtout penser à l'atteinte neurologique de la vessie. Et lorsque c'est acquis, pensez au traumatisme de la moelle épinière. Lorsque vous avez une section de la moelle, vous risquez d'avoir une atteinte neurologique. Ensuite, vous avez les causes anatomiques locales qui peuvent entraîner un trouble de la miction, c'est-à-dire pour un ictère ectopique, vous pouvez avoir une incontinence permanente. Et l'obstruction sous-vésicale, valve de l'urètre postérieur qui peuvent faire une miction par engorgement. Et puis vous avez les causes fonctionnelles, c'est l'énurésie, la vessie hyperactive, les vessies hypoactives, le report de miction. Ça c'est important, c'est surtout chez les filles parce qu'elles n'aiment pas aller aux toilettes et elles se retiennent pour aller faire pipi à la maison. Même les femmes adultes, surtout que chez nous, il n'y a pas de toilette publique. C'est signe de sous-développement. Donc, et ça entraîne par la suite une vessie rétentionniste. Ensuite, vous avez les obstructions fonctionnelles, c'est la dyssynergie vésico-sphinctérienne qui est la conséquence la plus grave, c'est le syndrome de Inman. On peut avoir des associations avec des troubles mictionnels, comme je l'ai dit ce matin, surtout pour le reflux vésico-urétéral. Les troubles mictionnels peuvent engendrer des infections urinaires. L'infection urinaire peut entraîner un trouble mictionnel. La bactérie asymptomatique peut entraîner un trouble mictionnel. La constipation, l'oncoprésie et les troubles de développement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'hyperactivité. Donc ça veut dire que lorsque vous avez un trouble mictionnel, l'enfant doit être examiné de la tête aux pieds et surtout faire un développement psychomoteur et un bon examen neurologique. Regardez ici par exemple l'urètre ectopique qui peut être dans l'utérus, à ce moment-là vous avez un écoulement continu, il peut être dans le vagin, vous avez un écoulement continu, il peut être dans l'urètre en dessous du sphincter, à ce moment-là vous allez avoir aussi une incontinence permanente. Et le garçon aussi, vous pouvez l'avoir ici au niveau de l'urtère, au niveau de la prostate et au niveau même de la vésicule séminale. Et c'est cela, la vésicule séminale, la prostate et l'urètre postérieur vont entraîner obligatoirement une incontinence permanente. Les causes fonctionnelles, vous avez deux cas de figure, soit les troubles du stockage, soit les troubles de la vidange. Pour les troubles de stockage, vous avez la vessie hyperactive ou vessie immature. Elle s'accompagne, voilà les signes, c'est les urgences, l'impériosité, on l'appelait ça à l'époque pollacurie.
Ensuite, vous avez des fuites en petite quantité et puis il fait des manœuvres de rétention. Tandis que la vessie rétentionnite, vous avez des mictions incomplètes et peu fréquentes. Vous avez des urgences avec des fuites. Lorsqu'il se met à uriner, à ce moment-là, il urine en grande quantité. Et il a une perte de sensation de la réplétion de la vessie et de l'envie d'uriner. Pour les troubles de la vidange, vous avez la vessie hypoactive, miction très peu fréquente, faiblesse du jet urinaire, pression abdominale pour déclencher la diurèse. Et vous avez les obstructions fonctionnelles. Vous avez la dysénergie vésico-sphinctérienne, le jet urinaire est saccadé, vous avez des infections urinaires à répétition, vous avez un reflux vésico-urétéral qui est acquis, et vous avez le risque de néphropathie de reflux, d'où l'importance de rechercher ces symptômes avant de traiter le reflux en lui-même. Le syndrome de Inman, c'est ce qu'on appelle la vessie non neurologique se comportant comme une vessie neurologique, c'est le stade terminal d'une dysénergie vésico-sphinctérienne avec décompensation du détrisor. Là, vous avez, je répète encore, un reflux acquis, des infections à répétition, une néphropathie de reflux et des troubles majeurs de la vidange rectale. Et en 1980, Elwart a rattaché des fois ces troubles-là aux antécédents particuliers d'abus sexuels. L'incontinence de stress, maintenant, ça existe. Les enfants, lorsque vous avez des gens qui ont un stress, ils font pipi sur eux. Ça peut exister. Et puis, vous avez ce phénomène particulier que moi, personnellement, je n'ai jamais rencontré. C'est la gigle incontinence qui se voit chez les filles. C'est une mission complète. C'est une femme qui, au moment où elle rit, aux éclats, elle déclenche une miction. À l'éclat de rire, on pense qu'il y a une levée de l'inhibition limbique, je ne l'ai jamais rencontré. Mais ça, c'est décrit dans les livres. Alors, pour pouvoir apprécier comme il faut ce trouble mictionnel, il est indispensable de faire le calendrier mictionnel, effectué sur 40 à 70 heures, qui est indispensable, et sur lequel, je vais vous montrer un exemple, il permet de déterminer la prise hydrique, la fréquence mictionnelle, le volume total de la miction. Et vous avez ici, je vous ai donné les formules en fonction de l'âge pour avoir la miction, combien elle doit être. Et voici un exemple de calendrier mictionnel. Et puis, on vous dit, chaque fois que vous buvez ou chaque fois que vous faites pipi, il faut noter les heures, le volume d'urine et le volume que vous avez pris. Le premier jour, le deuxième jour, il faut avoir l'âge et le poids. Et ici, il faut marquer si vous êtes propre la nuit, s'il n'est pas propre la nuit. Et regardez aussi dans la colonne, marquez si le slip est mouillé ou bien si le pantalon est mouillé. Alors à ce moment-là, c'est des symptômes qui sont importants. Donc ça, c'est le calendrier mictionnel, il est important à faire et ça vous permet de vous aider pour le diagnostic. Alors quel est le bilan initial qu'on doit faire? Donc je vous ai dit qu'en fin de compte, c'est le tableau clinique avec une anamnèse rigoureuse et avec un examen clinique précis. On peut faire les chimies des urines, on peut faire la densité urinaire, c'est important sur les urines du matin pour voir s'il concentre ou ne concentre pas ses urines. Et puis on fait la culture d'urine et la créatinine sanguine, ces 4 éléments peuvent suffire pour orienter le diagnostic initial. L'échographie rénale, elle peut être faite pour voir les anomalies anatomiques et surtout pour mesurer le volume post-mictionnel. Et le volume post-mictionnel est pathologique lorsqu'il est au-dessus de 20 millilitres. Et elle permet aussi d'apprécier l'épaisseur du détrisor. Donc c'est une échographie rénale et une échographie vésicale par des gens qui sont au courant des troubles mictionnels et surtout pour faire le volume post-mictionnel. Les autres examens, ils sont au cas par cas et vous pouvez les demander, par exemple l'IRM pour la vessie neurologique, la débimétrie et l'aérodynamique. La débimétrie et l'aérodynamique, ils ont très peu de place pour la prise en charge, elles ont des indications précises. Alors quel est le traitement? Le traitement, là j'ai pris un exemple, je vais vous donner la référence par ici, vous la retrouvez. Lorsque vous avez une incontinence d'urine ou une énurésie, il faut faire un examen clinique minutieux. Ça c'est le premier point. Il faut voir apprécier les boissons et les mictions et ensuite il faut faire une rééducation. Ça veut dire qu'il faut régler la quantité de boissons. S'il a une potomanie, il faut diminuer. S'il fait des mictions, il faut le réhabituer à faire des missions régulières toutes les 3 heures. Les modalités aussi, comment il pisse, parce que il faut, si l'enfant est petit, il faut que pour qu'il y ait une bonne miction, il faut qu'il soit assis les 2 pieds par terre. Et il faut qu'il soit les jambes écartées, il faut qu'il descende le slip tout à fait en bas pour qu'il puisse se dégager. Ensuite, il faut traiter la constipation, il faut faire aussi les mesures d'hygiène.
Si véritable, en général, sa situation, ces petits traitements vont entraîner l'amélioration. S'il n'y a pas d'amélioration, il faut faire l'échographie, la débimétrie, l'électromyogramme du périnée et le résidu postmictionnel. Et là, vous avez 3 cas de figure. Si le débit est bas, si l'électromyogramme est lent, à ce moment-là, il y a une indication des alpha-bloquants. Si ça ne marche pas, les alpha-bloquants, à ce moment-là, vous faites une rééducation du plancher pelvien. Et ça, c'est un traitement spécifique par des gens qui connaissent, qu'on les appelle, j'ai oublié, les uro, ceux qui font la kinésithérapie, l'urothérapie. Et vous avez la CUM qu'il faut faire s'il y a une infection urinaire. Et si le débit est bas et l'électromyogramme est excité, à ce moment-là, il faut faire aussi une rééducation du plancher pelvien. Maintenant, si vous avez le résidu postmictionnel qui est élevé, à ce moment-là, il faut faire la rééducation pelvienne. Si le résidu postmictionnel est bas, on peut faire la rééducation pelvienne pendant 3 semaines et ensuite on fait les anticholinergiques. Et si la rééducation pelvienne ne marche pas, à ce moment-là, on fait l'IRM et l'urodynamique. S'il n'y a pas d'amélioration, vous voyez qu'on va à la toxine botulinique, on va à la chirurgie et à la neuromodulation. Et si les anticholinergiques ne marchent pas dans ce cas de figure, à ce moment-là, on fait la rééducation du plancher pelvien. 6 à 10 séances. Et ça a été publié dans Urologie clinique North-America de 2010. Et je trouvais que c'était un schéma important qui donne une démarche qui est assez cohérente dans les troubles mictionnels. En conclusion, si on veut être d'accord, il faut qu'on soit d'accord sur les définitions. Et il faut appliquer, on applique tous les définitions de l'International Continence Society. Il faut que vous ayez une anamnèse bien conduite, bien précise, qui demande du temps. Il faut qu'il y ait un examen physique précis. Et là, je vous demande de vous référer encore des livres pour voir au livre comment on fait l'examen neurologique du périnée, comment on fait l'examen des membres inférieurs et comment on fait l'examen de la fossette sacro-coccygienne. Il y a quelques explorations simples qui peuvent orienter. Et puis, les autres explorations ne se font qu'au cas par cas et il y a peu de place aux médicaments. Abonnez-vous à la chaîne Post Terre Vision sur YouTube pour être au courant de l'actualité.